guerre avec. Aujourd'hui, la plupart des conflits se déroulent à l'intérieur même des États. Les sociétés civiles étouffées par des dictatures ont cessé d'avoir peur et ont déclenché la contestation. Mais les lignes de front que nous connaissions ont disparu et les conflits actuels impliquent divers acteurs de différents États. À l'évidence, devant ces nouvelles configurations, l'Amérique et l'Occident et l'Europe sont en difficulté. À l'origine, le conflit syrien nous a semblé lisible. En 2011, on pouvait nommer les forces en présence. Aujourd'hui, la Syrie disparaît dans un brouillard de sang et nous, dans un brouillard tout court. Merci donc d'être avec nous pour nous sortir de ce brouillard. Joseph Baou, je vais laisser la parole à Alain Duplex, administrateur du CML, qui va se faire un plaisir de vous présenter. Je vous remercie pour votre attention. Bon, merci Marie-Paul de me confier le soin de cette présentation de la conférence de ce soir. Je le fais bien volontiers. Sur la présentation du conférencier lui-même, je serai assez bref car nous ne nous connaissons que depuis quelques instants finalement, encore que je vous connaissais au moins de réputation, puisque Joseph Baou donc, est un éminent spécialiste du Moyen-Orient. Il est originaire du Liban, diplômé de l'Université américaine de Beyrouth et de l'Institut d'études politiques de Paris. Dans la capitale libanaise, il a été professeur d'université, chercheur au Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, et il a eu plusieurs activités de conseil politique. Depuis 2004, il est enseignant à Sciences Po Paris, et il est chercheur à l'Institut français du Proche-Orient et également dans un autre organisme dont vous m'avez parlé tout à l'heure et dont j'ai oublié le nom, peut-être pourrez-vous le dire. Alors, vous êtes également directeur de la recherche au Middle East Prospect Forum, un think tank basé à Beyrouth. Vous êtes consultant auprès de plusieurs institutions publiques et privées en Europe et au Moyen-Orient. Ces interventions sont souhaitées dans des débats sur France Culture, par exemple, ou dans des colloques réputés comme les rencontres d'Averroès. Joseph Baou est aussi l'auteur de nombreuses publications sur des sujets aussi variés que la vie publique au Liban, les entreprises syriennes, la guerre d'aujourd'hui, pourquoi ces conflits. Voilà pour le conférencier. Concernant maintenant le sujet de la conférence de ce soir, je voudrais en souligner l'intérêt et aussi combien il est conforme aux objectifs de mieux y voir que s'est fixé notre CML pour cette saison. Le titre de cette conférence, Iran-Syrie, ou Syrie-Iran, vers une nouvelle donne. Voilà donc qui nous éloigne pour un temps de ce qui fait aujourd'hui notre information quotidienne, à savoir les bonnets rouges en Bretagne, les quartiers nord de Marseille, le projecteur sur tel ou tel personnage politique. Voilà une prise de distance, une occasion pour nous de mieux ouvrir les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Car la mondialisation économique et financière, on nous en dit pas mal de choses sur la crise, sur la compétitivité comparée des acteurs européens, sur le rebond des États-Unis, sur les éternels succès chinois, mais dans le champ du diplomatique et du militaire, là, nous en savons beaucoup moins. Que se joue-t-il insidieusement dans le concert des nations? Comment les grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, cherchent-elles à maintenir ou à déplacer leurs influences? On sent qu'il y a là des plaques souterraines, un peu des plaques tectoniques qui se meuvent lentement, très puissamment, qui se frottent entre elles et dans une grande pénombre. Et puis les nations plus moyennes aussi, elles existent. Quelles sont leurs marges de manœuvre, de résistance aux manipulations? Et dans ce grand jeu mondial, le Moyen-Orient, ce théâtre du Proche-Orient, très Proche-Orient pour nous, il est très proche pour nous, qui est à l'origine et au cœur de la civilisation, cet Orient compliqué dont parlait le général de Gaulle, lequel prétendait pourtant l'aborder avec des idées simples. C'est de cela dont va nous parler Joseph Baou ce soir à propos de l'axe Syrie-Iran.
La Syrie, c'est une terre qui est loin d'être indifférente aux Français, un peu comme le Liban. L'opinion ici a été très touchée par ce conflit surgi voici maintenant 2 ans, avec une tournure assez différente de ce qui s'est passé ailleurs sur les pourtours méditerranéens. Et là, je crois que vous pourrez nous en donner des explications. L'opinion a enregistré tout ce qui s'est passé, 100 000 morts, peut-être plus, les réfugiés, les destructions, cet épouvantable usage qui a été fait des gaz toxiques. Elle sait qu'il s'agit d'un nouvel avatar dans ce conflit millénaire entre chiites et sunnites, et elle a observé l'attitude des grandes puissances, les divergences qui font qu'une solution imposée de l'extérieur ne semble guère en vue. Du côté Iran aussi, c'est une longue histoire qui nous tient en haleine depuis la révolution de 1979, donc ça fait 30 ans maintenant, et qui touche maintenant à un certain paroxysme puisqu'on parle de menace nucléaire. Voilà, de tout cela, M. Baou, nous n'avons sur ce sujet qu'une connaissance très superficielle. Nous comptons donc sur vous pour que vous nous aidiez à voir le dessous des cartes de la nouvelle donne et que vous nous donniez sur cet Orient compliqué des idées claires. Voilà, Bonjour tout le monde, cette introduction qui m'honore et me flatte m'alourdit encore plus la tâche. Je sens le poids sur mes épaules puisqu'il faut que j'explique beaucoup de choses très compliquées en peu de temps finalement. Et je ne suis pas sûr qu'au bout du compte vous aurez des idées beaucoup plus claires puisque cette réalité est quand même très opaque ou en tout cas très enchevêtrée. Alors tout d'abord, pour introduire ce propos de ce soir, il faut dire que mais c'est peut-être le hasard et votre préscience, mais cette conférence tombe très bien en fait en termes de calendrier, puisque même si lorsque nous avons décidé avec Marc-Paul David du titre Syrie-Iran, il n'y avait pas vraiment quelque chose de très flagrant qui liait ces deux questions. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un mois où vient de se tenir un round supposé crucial et décisif de négociation avec l'Iran, le fameux P5+1 à Genève, et devrait se tenir dans quelques semaines un autre Genève autour de la Syrie. Et justement, le fait que notre conférence de ce soir tombe entre ces deux Genèves, en fait, est un point nommé. Bon, tout cela est un hasard, évidemment, nous n'y sommes pour rien. Donc, je vais essayer de lier, en fait, les deux dossiers. Le dossier syrien et iranien, ils sont liés, ils sont très liés, comme l'a dit, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Je vais voir les liens entre eux, mais je vais essayer aussi de parler de chacun des deux, puisqu'ils ont des dynamiques au départ qui sont propres. Alors ils sont très liés, et c'est peut-être comme ça que je commencerai mon propos, puisque je vais parler dans un premier temps de la Syrie, et peut-être beaucoup de la Syrie, puisque, comme vous l'avez dit tous les deux, la Syrie aujourd'hui n'est plus que la seule question syrienne, c'est bien plus que la seule question syrienne. La Syrie est devenue à la fois le champ clos d'affrontements régionaux extrêmement compliqués, avec plusieurs niveaux, plusieurs axes qui se jouent là, mais aussi la Syrie est devenue en fait quelque chose qui dépasse de loin le seul enjeu syrien, puisqu'il met en jeu les équilibres de la région, et peut-être même, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais par certains aspects en tout cas, il met en jeu aussi les équilibres planétaires carrément. Donc, parler de la Syrie tout d'abord nécessite, et je suis content que les propos de l'introduction y aient fait allusion, nécessite de revenir à quelque chose qu'on a tendance à oublier malheureusement, et qu'en fait, qui nous est fait oublier par le vacarme et l'ampleur du désastre et de la catastrophe syrienne, c'est-à-dire l'ampleur des morts, qui sont nettement au-dessus de 100 000 aujourd'hui, nous le fait oublier. Tout ça nous fait oublier qu'en fait la question syrienne a commencé comme les autres révolutions arabes, exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de plus qui était inscrit là, comme ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, au Yémen, à Bahreïn ou ailleurs.
c'est-à-dire tout simplement le réflexe, le sursaut d'un peuple, d'une société qui, au bout de 4-5 décennies de pouvoir autoritaire, qui est quand même plus brutal qu'ailleurs en Syrie, n'en pouvait plus et a dit nous voulons autre chose. Donc ça a commencé par là. Cette révolution en cours de route, j'y reviendrai tout à l'heure, s'est vue déformée, malheureusement aussi, pour les Syriens eux-mêmes, puisque cette révolution est en quelque sorte leur est volée aujourd'hui peut-être par plusieurs partis, que ce soit la manipulation du régime ou des partis qui sont nés dans le désastre même de la révolution. Et cette révolution s'est muée par la suite, au cours peut-être dans l'année 2012, en guerre civile, plus ou moins, ou en ce qui pourrait ressembler à une guerre civile, et aujourd'hui est en train de se muer aussi en conflit régional. Alors, il faut bien faire attention, j'y reviendrai tout à l'heure, ces trois niveaux ne s'excluent pas les uns des autres, c'est-à-dire qu'il continue à y avoir un caractère de révolution dans ce qui se passe en Syrie, il continue à avoir, malgré tout, et c'est ça qui est admirable chez les Syriens, des protestations pacifiques dans certaines villes, dans certains villages, il continue à y avoir un activisme souterrain, mais il y a à côté de cela des groupes syriens qui se sont armés et qui se combattent les uns les autres, qui combattent le régime et qui peut-être mettent en danger l'unité de la Syrie demain. Et il y a un ensemble d'acteurs, et c'est peut-être sur ça qu'on va plus particulièrement se concentrer ce soir, un ensemble d'acteurs régionaux et internationaux qui ont pris occasion, qui ont pris prétexte, si vous voulez, de ce qui se passe en Syrie pour régler des comptes qui, au fond, ont très peu à voir avec ce que les Syriens veulent, espèrent et ce qu'ils demandaient au départ. Alors, sans rentrer dans le détail de la chronologie, comment on est passé de l'un à l'autre, juste avant de rentrer complètement dans l'aspect régional et international de la crise syrienne, où en est-on aujourd'hui, 2 ans et demi, ou presque 3 ans, puisque la révolution syrienne commence vers le 14-15 mars 2011, où est-ce qu'on en est 2 ans et demi après, très grossièrement, très schématiquement? C'est-à-dire, qu'est-ce que la Syrie aujourd'hui? Alors, on est devant un pays qui d'abord n'existe plus que sur le papier, théoriquement, puisque d'abord, la première chose qui frappe d'observateurs, et c'est quelque chose qui va peser probablement sur les solutions à venir, c'est qu'on est devant un pays qui est de plus en plus morcelé, c'est-à-dire un territoire de plus en plus morcelé, très fragmenté, et dont la fragmentation s'accroît de semaine en semaine, de mois en mois, c'est-à-dire qu'on a une sorte de jeu de poupée russe d'un territoire qui devient de plus en plus atomisé. Alors évidemment, ça renvoie pour ceux peut-être ici qui connaissent un peu l'histoire syrienne du XXe siècle. La Syrie est un pays, avant même le mandat français, dans les années 20, sous l'Empire ottoman et après, c'est un pays qui connaît une forte régionalisation. C'est-à-dire c'est un pays où il y a une tradition de régionalisation. Et donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui rejoint des réflexes anciens et risque de peser sur la suite. C'est-à-dire que l'hypothèse que certains font, je ne vais pas du tout me lancer dans ces élucubrations moi-même, parce qu'on se trompe toujours quand on fait ce genre de prospective, mais l'hypothèse selon laquelle la Syrie ne sortira pas peut-être de ce conflit uni est quelque chose qu'on peut aujourd'hui faire sans être dans l'erreur à 100%. D'accord? Donc, un territoire fragmenté, et dernier point sur cette fragmentation, un territoire fragmenté qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement, au-delà de quelques kilomètres carrés autour de Damas ou ailleurs, l'État central syrien est devenu, en fait, un leurre, c'est devenu un mirage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État syrien, ce qu'on appelle le régime Assad, ce qui en reste, c'est une milice parmi d'autres qui contrôle certains territoires, qui garde encore l'apanage de l'État syrien au niveau de la fiction diplomatique internationale, qui a un drapeau, etc. Mais au fond, dans la réalité, c'est un territoire qui est devenu complètement géré par des forces de facto. Alors, moi qui viens d'un pays voisin qui a connu cela pendant une décennie et demie, je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'en fait, vous composez avec des forces sur le terrain dont vous ne savez pas très bien à qui elles répondent. Ces forces sur le terrain exercent tout type de pouvoir sur le territoire qu'elles contrôlent, y compris des pouvoirs de nuisance.
des pouvoirs maléfiques, de mafia, d'enlèvement parfois pour des pures raisons financières, et donc les logiques politiques et les logiques autres, criminalisées, disons-le, se rejoignent, ils s'enchevêtrent, se chevauchent, et c'est très difficile de faire la part des choses. C'est pour ça, premièrement, je me concentre un peu sur ce point, je m'appesantis là-dessus, pour dire qu'il faut être très vigilant lorsque vous lisez l'information sur la Syrie, puisqu'il est très difficile d'avoir une information plus ou moins exacte, ou en tout cas à jour, puisque ce qu'on lit dans les journaux, en général, vient soit de correspondants qui sont un tout petit peu décalés physiquement par rapport à la réalité, ou en tout cas, ce sont des informations qui, pour la plupart du temps, sont un tout petit peu datées. C'est-à-dire ce que vous lisez aujourd'hui dans la presse n'est plus peut-être tout à fait vrai. C'est-à-dire la poche qui a été saisie hier par tel groupe armé, puisqu'on est dans un pays où aujourd'hui on est à plus de 700, 800 petits groupes armés différents. Cette poche n'est peut-être plus aux mains du même groupe armé ce matin, elle est aux mains d'un autre dont on ne sait pas très bien quels sont les liens régionaux, les liens souterrains avec tel service de renseignement du régime. Et donc c'est très difficile de faire comme le font certains de mes collègues, ou en tout cas certains journalistes, de présenter des choses avec comme ça, ex cathedra, avec des blocs fixes et donnés pour un certain temps. Donc appel à la modestie. Deuxième élément de ce qu'est la Syrie aujourd'hui, et c'est très fort, et ça c'est, comme vous le savez tous, vous le voyez au jour le jour, malheureusement, c'est la radicalisation du conflit. La radicalisation, non pas seulement en termes de violence physique, c'est-à-dire le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes largement au-dessus de probablement 150 000 morts, puisqu'il y a beaucoup de morts qui ne sont pas comptabilisés, beaucoup de disparus, etc. Donc il y a radicalisation physique au niveau des combats, des choses qu'on ne va pas détailler ici, parce qu'elles sont quand même terribles, mais vous les voyez sur YouTube ou sur d'autres médias sociaux, les mutilations, les têtes tranchées, les viols, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer dans une guerre civile, mais c'est surtout la radicalisation, et ça aussi, ça va peser sur les sorties de crise politique, une radicalisation croissante et vraiment exponentielle dans les deux camps du discours politique. C'est-à-dire que c'est un pays qui se polarise très fortement entre des blocs qui, aujourd'hui, au fond, voient très peu de terrain d'entente possible. Et ça aussi, ça va beaucoup peser, et ça pèse sur justement cette fameuse conférence de Genève. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez deux pôles extrêmement opposés en Syrie, de 10-15% environ, c'est-à-dire le pôle loyaliste, qui recouvre plus ou moins une réalité communautaire, la communauté arabite, j'en parlerai tout à l'heure, un autre pôle révolutionnaire qui est devenu radicalisé et islamisé, et ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il le devient de plus en plus islamisé, et au milieu vous avez une sorte de marée gris, des Syriens qui n'en peuvent plus, mais qui au fond ne voient aucune porte de sortie à ce conflit, qui a pris, malheureusement, avec le temps, le tour d'un conflit existentiel pour chacune des deux parties. Et donc la radicalisation s'appuie justement, et c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, et qui est très important, qui s'appuie sur la perception, en tout cas, ce n'est peut-être pas la réalité, mais c'est la perception, et c'est elle qui conduit la conduite des hommes sur le terrain, la perception que ce conflit est un conflit à somme nulle, et que le perdre n'est pas perdre une partie politique, mais c'est perdre la tête. D'accord? Et donc, les deux pôles de 15% des deux côtés vont probablement aller jusqu'au bout dans cette bataille de la survie. C'est pour ça, nota bene rapide, je ne crois pas, par exemple, au fait que le régime syrien négociera quoi que ce soit à n'importe quel moment. C'est-à-dire c'est un régime, en tout cas dans son noyau le plus dur, le noyau familial, clanique, tribal autour du président Assad, est un noyau qui sent qu'il est coincé, qu'il est le dos au mur, qu'il ne peut pas s'en sortir, à moins de vaincre totalement. Et le noyau dur de la révolution, de la rébellion armée sur le terrain, c'est que s'il s'arrête en bout de chemin, en cours de chemin, il sera poursuivi jusque dans les placards des maisons et décapité par le régime. Et donc chacun essaye d'avoir une victoire absolue. Troisième élément de la réalité syrienne aujourd'hui, qui est en rapport avec ce deuxième élément,
c'est la montée, je l'ai dit peut-être un peu tout à l'heure, la montée d'une milicianisation totale. C'est-à-dire même le régime aujourd'hui ne se comporte plus sur le terrain comme une force armée, entre guillemets, légale ou légitime, mais il y a une milicianisation des comportements de tous les côtés qui crée à côté ce qu'on appelle, vous m'excuserez de l'anglicisme, une sorte de warlordisation, c'est-à-dire la montée des seigneurs de guerre. Et lorsque vous connaissez un peu les guerres civiles, que ce soit au Liban, en Irak, en Afghanistan, en Bolivie ou ailleurs, vous savez très bien qu'à partir du moment où les seigneurs de la guerre commencent à prospérer, ils commencent à se lier des intérêts financiers, mafieux, qui, par eux-mêmes seulement, font que la guerre se perpétue. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont la guerre devient le business. Et donc, il y a en plus du politique des choses qui font que beaucoup de gens, beaucoup de forces actives n'ont plus intérêt à ce que le conflit se désescalade ou se désamorce, parce qu'en fait ça devient une sorte de gagne-pain. Je parlais tout à l'heure des enlèvements, par exemple à titre ou à but financier. Une très grande partie des enlèvements dont vous entendez parler, qu'on impute à tel ou tel groupe islamiste, djihadiste, etc., en fait n'ont presque rien à voir avec les logiques politiques ou même de djihad en général. Ce sont des opérations de troc pour de l'argent, pour du mazout, pour du blé, pour de la farine, pour ce que vous voulez. D'accord? Et donc, ça aussi, ça pèse sur la perpétuation, l'auto-perpétuation du conflit et sur sa solution de plus en plus difficile. Quatrième élément, et c'est celui sur lequel je vais le plus m'interroger ce soir, c'est, alors là, depuis un an et demi, la régionalisation du conflit. C'est-à-dire la Syrie n'est plus la Syrie. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la Syrie, malheureusement pour la révolution syrienne, d'accord, on n'examine plus seulement la Syrie. C'est-à-dire vous regardez aujourd'hui la question syrienne dans la presse, dans l'analyse, vous regardez la carte, vous êtes obligé de prendre en compte ce qui se passe à la frontière turco-syrienne, dans les régions kurdes du nord, du nord-est. Vous êtes obligé de voir ce qui se passe à la frontière irakienne, le flux d'armes, de combattants, etc. Vous êtes obligé de voir ce qui se passe à la frontière syro-jordanienne comme flux de réfugiés et autres. Et vous êtes obligé de voir ce qui se passe à la frontière libanaise, qui d'ailleurs n'est presque plus une frontière, puisque les deux pays sont devenus complètement poreux l'un vers l'autre. J'en parlerai tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez, avec le temps, et c'est à mon sens le plus grand danger de la perpétuation du conflit syrien, qui malheureusement à mon sens aussi va durer, va se perpétuer, c'est progressivement un effacement des frontières, en tout cas entre les États les plus fragiles de la région, au premier plan desquels le Liban bien entendu, qui est un pays déjà qui est à la base un tout petit peu, je ne vais pas dire illusoire, mais un pays très fragile. Et donc un effacement des frontières, avec tout ce que cela veut dire comme flux, comme passage, et comme, si vous voulez, porosité de la violence, et donc son amplification, et à terme peut-être, le dépassement des seules frontières de cette région-là du Proche-Orient. C'est-à-dire une violence qui peut peut-être embraser des foyers qui sont aujourd'hui beaucoup plus lointains. Alors ayant dit cela, justement, c'est sur ce dernier point que je voudrais maintenant dire quelques mots en particulier. Alors la Syrie, plus que la Syrie. Alors ce qui est intéressant, parce que le fait qu'une guerre civile, qu'un conflit civil mette en jeu la région du pays dans lequel elle a lieu, cette guerre civile, n'est pas quelque chose d'inédit. L'Afghanistan, il y avait des correspondances pakistanaises, des correspondances iraniennes, ailleurs en Amérique latine. Ce qui est par contre très intéressant, je m'excuse de parler comme un clinicien, qui est très intéressant pour le politologue en tout cas, dans le cas syrien, c'est que c'est un des rares cas où vous avez une double porosité, c'est-à-dire que d'habitude les guerres civiles voient les puissances régionales s'ingérer dans la guerre civile, ou bien on peut avoir un pays qui par manipulation embrase ses voisins. Dans le cas syrien, nous avons les deux en même temps, c'est-à-dire que nous avons une porosité, la Syrie n'est plus que la Syrie, elle est beaucoup plus que la Syrie dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens de l'externe vers l'interne et de l'interne vers l'externe. Et je vais rapidement détailler ces deux niveaux. Alors,
de l'externe vers l'interne, c'est-à-dire le fait que la Syrie, à partir du moment où elle devient un État failli, autre thème très à la mode, un État failli, un quasi-state, comme on dit en anglais, devient forcément la scène dans laquelle ou sur laquelle vont se projeter les ambitions, les appétits autres, et où ils vont se faire la guerre par procuration, pour ne pas se la faire entre eux directement. Alors c'est un cas qui n'a rien d'inédit, il n'est pas du tout nouveau. Toute la guerre du Liban entre 75 et 90 peut se lire de cette façon. C'était le conflit israélo-arabe par force libanaise interposée, c'était les conflits arabo-arabes par force libanaise interposée, c'était parfois la guerre froide entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis par Libanais interposés, en plus les conflits libanais. La Syrie elle-même, dont on pense dans les plus d'entre nous qui sont sans mémoire, je dirais, pense qu'elle a toujours été un État puissant, centralisé, fort sous le régime d'Assad. La Syrie, dans les années 50 et 60, au début des années 60, était un État un tout petit peu comme ça. Là aussi, on retrouve les tendances longues, un peu comme la régionalisation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a eu des décennies, dans les années 50 et 60, où la Syrie était un État dans lequel se projetaient toutes les puissances régionales autour. C'est ce qui était avant le coup d'État, justement, du Parti Baas dans les années 60. C'est-à-dire que là aussi, l'histoire est en train de revenir à quelque chose de familier. Et si le conflit se prolonge, cet état de fait d'une Syrie réceptacle des conflits autres risque de s'installer dans la durée. Et on risque d'avoir une Syrie qui peut devenir, avec ses extensions évidemment, durablement, pour des décennies, au moins une décennie, le lieu où se résoudront les conflits autres. Donc ces conflits autres, je vais en parler tout à l'heure, et ça va nous mener tout à l'heure vers l'Iran, justement. D'accord? Alors aujourd'hui, si on doit faire simple, depuis que la révolution a commencé, qu'elle s'est transformée en guerre civile, quels sont ces conflits autres qui sont en train, en plus, je le répète encore une fois, de la révolution libanaise, de se jouer sur le terrain syrien? Ben, c'est évident aujourd'hui, mais ce ne l'était pas au tout début de la révolution, au tout début de la crise syrienne. C'est d'abord le grand jeu, la grande confrontation, le grand bras de fer qui oppose l'Iran, alors justement, on va y arriver, l'Iran aux pays, essentiellement aux pétromonarchies du Golfe. Alors là, évidemment, vous le disiez en introduction, il y a quelque chose qui nous amène vers le conflit sunnito-chiite, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi de la géopolitique, c'est-à-dire c'est la montée de la puissance iranienne qui tétanise, qui a peur des pétromonarchies du Golfe arabe, qui voient la montée de l'Iran perse avec beaucoup de peur, qui voient leur part et leur puissance faiblir dans le Mashrek arabe. Donc la Syrie devient le lieu où cette confrontation doit se jouer et où il s'agit d'arrêter la montée de la puissance iranienne. Donc ça, c'est le premier axe, si vous voulez, dont aujourd'hui la Syrie est probablement le terrain de confrontation, le champ de confrontation le plus flagrant. C'est-à-dire si aujourd'hui il y a un endroit où se joue la lutte à mort entre les États du Golfe, c'est-à-dire essentiellement les deux grands, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le Qatar n'est pas grand par la taille, mais il est grand par les ressources. Et l'Iran, ça se joue essentiellement en Syrie. Et s'il faut lire ce qui se passe en Syrie, autre que ce qui se passe pour les Syriens eux-mêmes, c'est essentiellement la lutte entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. D'accord? Donc voilà le premier axe de dehors vers le dedans. Le deuxième, qui est moins visible, mais qui est aussi, au fond, fort au niveau souterrain, c'est celui qui oppose la grande puissance iranienne dans la région et l'autre grande puissance non arabe, qui est la Turquie, d'accord, c'est-à-dire les deux pôles non arabes avec Israël qui enserrent en fait la Syrie et la région. La confrontation entre la Turquie et l'Iran est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus, même si elle ne prend pas les expressions sanglantes qu'elle a avec, par exemple, la confrontation irano-golfienne. D'accord? Alors là aussi c'est intéressant, mais je ne vais pas trop m'y appesantir. On peut retrouver des caractères justement de cette conflictualité sunnito-chiite, puisque pour beaucoup dans la région,
L'Iran est bien sûr le représentant de l'islam chiite au pouvoir, alors que la Turquie, depuis surtout que l'AKP y est au pouvoir, est le représentant de l'islam sunnite, de l'expérience de l'islam sunnite au pouvoir. Et donc ces deux modèles, entre guillemets, s'affrontent peut-être sur le terrain syrien, comme ils s'affrontent à fleuret beaucoup plus moucheté sur le terrain irakien et parfois sur d'autres terrains, comme le terrain palestinien par exemple, mais ça, on n'est pas là pour en parler ce soir. Et troisième champ, ou troisième axe de confrontation du dehors qui se projette sur le terrain syrien, et là aussi on va retrouver l'Iran et ce qui se passe à Genève avec les P5 du sang, c'est la confrontation et le bras de fer entre l'Iran et les puissances occidentales, au premier rang desquelles jusqu'à maintenant les États-Unis, je souligne jusqu'à maintenant, puisque peut-être, avec ce qui se passe en souterrain entre Washington et Téhéran aujourd'hui, cette confrontation risque peut-être demain d'opposer l'Iran à d'autres acteurs occidentaux, et je pense plus particulièrement à la France, qui aujourd'hui est en train de prendre peut-être la ligne dure sur cette question, au risque peut-être de se retrouver isolé dans ce conflit face à l'Iran et de se retrouver isolé dans ce conflit face à l'Iran en Syrie, mais aussi ailleurs dans la région. C'est une question que je propose que nous laissions pour le débat tout à l'heure. Alors tout cela pour dire que, bien entendu, la Syrie aujourd'hui, ça continue d'être l'affaire de Syriens qui luttent pour leur liberté, leur dignité, pour vivre mieux. On pourra en discuter. Est-ce que ce qu'ils font pour le faire et ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'autres discussions. Mais à côté, aujourd'hui, force est de constater que ce sont aussi ces trois guerres dans la guerre qui sont en train de se jouer sur la Syrie. Alors ça, c'est le dehors vers le dedans. D'accord ? Maintenant, il y a l'autre chose qui est inédite. Alors ça, c'est le cas syrien qui est très intéressant. C'est que depuis le début du conflit, et j'en dirai un mot rapidement, en partie du fait de la stratégie de survie qu'a mis en œuvre le régime Assad, qui est jusqu'à maintenant malheureusement payante, et qui est brillante jusqu'à maintenant, malheureusement, c'est de dire la question ne va pas s'arrêter à la Syrie. C'est-à-dire, si je dois tomber, je ne tomberai pas seul. Et là, je vous assure que je ne suis pas, et ceux qui disent ça ne sont pas dans l'ordre de la spéculation ou de la théorie construite. Si vous reprenez les premières déclarations d'Assad et du clan qui l'entoure, c'est-à-dire jusqu'à juin 2011 pratiquement, dans la presse américaine, dans la presse arabe, puisqu'ils accordaient des interviews à ce moment-là à toute cette presse-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, cela était clairement dit. C'est-à-dire c'était la déstabilisation de la Syrie va entraîner la déstabilisation de la région tout entière. Alors évidemment, le lecteur gentil, je ne vais pas dire naïf, dit c'est de l'analyse. C'est de l'ordre de l'analyse. C'est effectivement vrai que si on déstabilise la Syrie, on risque de déstabiliser la région. Le problème, c'est que c'était, et on s'en rend compte aujourd'hui, des prophéties qui devaient s'auto-réaliser, c'est-à-dire qu'en fait, Assad disait si vous essayez de me déstabiliser, je déstabiliserai la région, parce que c'est le seul moyen pour moi, et c'est en train de se réaliser aujourd'hui, et de se confirmer aujourd'hui, c'est le seul moyen pour moi de changer le logiciel de la révolution pour en faire un logiciel, au fond, de guerre régionale, dans lequel le monde entier viendra négocier non plus le changement de régime à Damas, mais des cessez-le-feu et des façons d'éteindre le chaudron, justement. Vous citiez la question des armes chimiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui obsède Washington, Moscou, Téhéran, ou même d'autres puissances régionales, ce n'est à la limite plus le sort du régime syrien et de la société syrienne. C'est aujourd'hui comment faire que ce chaudron ne brûle pas la Jordanie, ne brûle pas l'Irak, ne brûle pas le Liban, que les armes chimiques ne tombent pas entre des mains qui puissent atteindre Israël. Donc, à la limite, on est prêt à passer beaucoup de choses à ce régime, peut-être même à négocier, si ce n'est sa survie, mais en tout cas sa longévité, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, malheureusement, au nom justement de la stabilité régionale. Et c'est donc un curieux retournement de situation d'une Syrie qui est devenue générateur, qui est devenue détonateur d'une conflictualité régionale très forte.
Alors là aussi, je vais en dire quelques mots, détailler les choses. Nous avons donc dans ce mécanisme du dedans vers le dehors, deux niveaux de conflictualité qui se chevauchent, mais qui sont un tout petit peu distincts. Il y a une conflictualité qui est très directe, c'est-à-dire qu'il y a dans l'environnement immédiat de la Syrie deux États qui sont pratiquement, je dirais sans prendre de risque ce soir, déjà pratiquement happés par le volcan syrien. Ces deux États, c'est l'Irak et le Liban. Alors pourquoi l'Irak et le Liban? C'est très intéressant là aussi pour le politologue. Parce que l'Irak et le Liban étaient déjà dans un processus, dans une trajectoire de fragilisation, de faillite même de l'État, avant même la révolution syrienne et avant même les révolutions arabes. Revenez en arrière, l'Irak 2003, l'invasion américaine, la chute de Saddam Hussein, le démembrement de facto du pays, le conflit sunnito-chiite qui s'y installe, la question kurde qui monte, un Irak fragmenté, un Irak très peu gouvernable, c'est avant la Syrie. D'accord? Lorsque la Syrie se déclare, ben elle va forcément ajouter de l'huile sur ce feu-là et happer la dynamique de déstabilisation irakienne pour l'ensevelir complètement, l'engloutir complètement dans le volcan syrien. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'en fait, vous avez une extension quasi physique entre le conflit, ou entre les dynamiques de la conflictualité syrienne et les dynamiques de la conflictualité irakienne. Exemple, traduction, ça veut dire que le régime de Nouri al-Maliki, le premier ministre irakien, qui est un chiite, qui représente les forces chiites en Irak, qui est allié à l'Iran, est de facto aujourd'hui le soutien le plus puissant, étatiquement en tout cas, de Bachar al-Assad, avec l'Iran. C'est-à-dire que c'est par le couloir du régime irakien, du pouvoir central irakien, que transite l'aide sans laquelle le régime syrien tomberait probablement, l'aide iranienne en armes, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement 3 ou 4 cargos par semaine qui se posent à l'aéroport de Damas, de l'attaquer d'ailleurs, qui passent par l'espace irakien, des camions, etc., de combattants, d'argent, de pétrole, etc., qui vient par l'Irak pour soutenir le régime syrien. Deuxièmement, il y a un flux physique de combattants, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une brigade qui s'appelle Abu Fadl al-Abbas, c'est un nom qui ramène au temps du prophète, de combattants chiites irakiens que l'on estime à entre 10 et 15 000 hommes, qui se battent dans les centres névralgiques du régime syrien et qui traversent la frontière comme je prends le train de Paris à Toulon, même plus facilement. D'accord? Dans l'autre sens aussi, les tribus sunnites irakiennes en rébellion contre le pouvoir central irakien avant la révolution syrienne, du fait qu'elles ont perdu le pouvoir, etc., maintenant qu'il y a la base arrière syrienne, sunnite, rebelle, dans les régions concomitantes avec la frontière irakienne, ces deux sociologies-là se sont complètement mêlées. Elles se mêlent d'autant plus, et là vous devez revenir aux bases de la région, elles se mêlent d'autant plus que dans cette région du Moyen-Orient, les frontières sont extrêmement artificielles, puisque les tribus, les clans, sont à cheval entre les frontières, c'est-à-dire la même tribu a son extension familiale de part et d'autre de la frontière irako-syrienne, irako-jordanienne, jordano-syrienne, même jusqu'en Arabie saoudite. Juste un exemple très intéressant, le chef actuel de la coalition syrienne, de la coalition opposante syrienne, M. Jarba, que vous voyez à la télévision, c'est-à-dire l'homme qui aujourd'hui doit négocier la chute d'Assad, est un membre éminent d'une tribu de l'Est de la Syrie, les Chammars, dont le nombre démographique est beaucoup plus important en Irak qu'en Syrie, et c'est la même tribu dont est issu le roi d'Arabie saoudite actuel. Donc, ça vous donne une idée. Donc là, nous ne sommes plus dans la géopolitique moderne, westphalienne, telle que nous la connaissons dans le droit public occidental, nous sommes dans de l'anthropologie politique. Les frontières sont là parce qu'elles ont été dessinées par l'ordre juridique. Mais au fond, les frontières, ça n'est pas très important. D'accord? Donc vous avez ce passage-là. Troisième porosité irakienne, c'est la porosité kurde.
lorsque le conflit syrien commence, les Kurdes syriens, comme d'autres Kurdes dans la région, sentent que le moment est venu de pouvoir peut-être obtenir cette émancipation qu'ils attendent depuis la fin du XIXe siècle. Donc le Kurdistan syrien commence à dessiner les contours de son émancipation. Or, il le fait en étant appuyé là aussi, le dos ou l'épaule, sur le Kurdistan irakien qui s'est déjà autonomisé en 2003 avec la chute du régime de Saddam Hussein. Et donc vous avez l'installation aujourd'hui d'une nouvelle géographie. Il y a toujours dans nos livres, dans les journaux de ce soir, chez M. Ban Ki-moon à l'ONU, il y a des cartes géographiques qui tracent la frontière syro-irakienne. Mais dans la réalité, cette frontière, elle a explosé depuis longtemps dans la réalité. C'est-à-dire que le passage de tout ce que vous voulez a déjà effacé la frontière. Donc ça, c'est le premier aspect direct, si vous voulez. Donc la conflictualité, elle est évidente. C'est-à-dire que, je prends un exemple d'il y a quelques mois, une brigade de l'armée syrienne libre rebelle qui est en mauvaise posture dans la région de l'Est syrien face à l'armée syrienne, peut aller chercher refuge chez ses frères des tribus de la région des Anbar en Irak, ou à contrario, lorsque l'armée syrienne se perd, l'armée syrienne bachariste se perd et rentre par mégarde sur le territoire irakien, elle est tout de suite égorgée ou attaquée par les rebelles sunnites de la région des Anbar, qui au fond font à la fois leur guerre et la guerre de leurs copains, si vous voulez, de l'autre côté de la frontière. Et donc, on ne sait plus très bien où est vraiment la limite entre l'Irak et la Syrie. On peut dire la même chose, deuxième niveau donc de ce direct-là, c'est plus ou moins la même chose, en peut-être plus fort, même s'il est plus petit géographiquement, qui se passe entre le Liban et la Syrie. Alors bien évidemment, là aussi, le Liban, avant même les révolutions arabes, et avant même la révolution syrienne, est déjà un État qui est relatif, c'est-à-dire dont le contrôle sur le territoire est constamment négocié avec les forces de facto. C'est surtout un État, alors là c'est très ironiquement intéressant comme renversement de l'histoire, c'est un État dont la fragilité doit surtout au fait qu'il a été longtemps sous tutelle syrienne. Donc déjà, il y a déjà quelque chose ici de l'ordre de l'interpénétration entre les deux systèmes, et la cassure se fait en 2005, donc bien avant les révolutions arabes, lorsque l'armée syrienne, qui a la tutelle sur le Liban, est obligée d'évacuer le Liban après l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri à l'époque, et cet assassinat, comme un peu en Irak en 2003, avait aussi par ailleurs ouvert les vannes de la conflictualité et de la tension entre la communauté sunnite libanaise et la communauté chiite libanaise, puisque le Premier ministre Hariri est une personnalité sunnite de premier plan, et que, selon ce que l'on sait encore aujourd'hui, ce sont probablement des groupuscules chiites appuyés par le régime syrien qui auraient exécuté cet assassinat. Et donc la tension est ouverte. Évidemment, cette tension s'est développée en 2006, en 2008 et 2009, et donc lorsque la Syrie commence, lorsque la crise syrienne commence, ben, comme en Irak, elle va happer aussi la conflictualité libanaise qui est déjà à l'œuvre et qui est déjà pratiquement, qui a atteint non pas le point d'ébullition, mais un point de frémissement quand même assez élevé. Et donc très vite, dès que la crise syrienne prend un tour armé, vous allez avoir, et c'est ce que vous avez aujourd'hui, des pans entiers du territoire libanais qui sortent de la normalité relative dans laquelle ils vivent avec un État qui bricole et qui négocie au jour le jour. C'est-à-dire que vous avez, et ça vous le voyez à la télévision tous les jours, ce matin même il y a eu un assassinat d'ailleurs dans ce topo-là, la ville de Tripoli au nord du Liban et l'ensemble de la région du nord qui est devenue une extension directe du conflit syrien, puisque dans cette région-là, il y a une minorité alawite, comme celle qui est au pouvoir en Syrie, qui appuie le régime syrien et qui se bat contre une majorité sunnite à Tripoli qui, elle, offre des bases arrières du soutien et de la sympathie à la rébellion syrienne. Ce conflit-là est en train de s'étendre à la Beka libanaise, donc cette fameuse plaine de la Beka, et dans les semaines qui viennent, c'est mon hypothèse, parce qu'il y a une bataille décisive qui va se
commencer à se dérouler à la frontière syro-libanaise dans les semaines qui viennent pour dégager Damas, la BK libanaise va complètement aussi rentrer dans cette conflictualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est pour ça que si vous allez aujourd'hui au Liban, l'ambassade de France vous interdit d'aller dans ces régions-là, puisqu'aujourd'hui, vous mettez le pied dans la BK, que vous soyez français ou même libanais ou arabe, etc., vous avez 80% de chances de vous faire enlever par une faction plus ou moins liée à la guerre en Syrie, qui va tout de suite vous exfiltrer à l'intérieur du territoire syrien, vous échanger contre des armes, des biens, etc. Et donc, la porosité de la frontière syro-libanaise fait qu'aujourd'hui, le territoire libanais est devenu, lui aussi, complètement happé par le conflit. Mais ce qui rend, et ça j'y reviendrai peut-être dans le débat si vous voulez, ce qui rend la situation libanaise beaucoup plus critique que la situation irakienne, et là c'est ma transition avec la Jordanie et la Turquie, c'est l'énorme, l'incroyable afflux de réfugiés syriens vers le territoire libanais. Alors là aussi c'est intéressant pour ceux qui réfléchissent à cette région sur le temps long. Ça remontre encore une fois combien les frontières dans cette région, au fond, sont relatives et combien les sociétés sont interpénétrées. C'est-à-dire qu'on retrouve là, dans ce flux de réfugiés, de quelques 1 million de réfugiés syriens au Liban, alors juste pour vous donner un exemple, un ordre de grandeur pour qu'on sache de quoi on parle, pour que vous ayez en tête les échelles. 1 million de réfugiés syriens au Liban. Le Liban est un pays de 3,5 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un tiers de la population libanaise qui est réfugiée syrienne. Donc si vous ajoutez les réfugiés palestiniens qui sont là depuis 1948, etc., ça veut dire que 35% aujourd'hui des gens qui sont sur le territoire libanais sont des réfugiés. Je vous donne un ordre de grandeur. Je discutais avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Beyrouth il n'y a pas longtemps, qui me disait, pour que vous compreniez quelle est l'ampleur de ce séisme-là, c'est comme si toute la population des États-Unis émigrait demain en Chine. C'est exactement la même chose. Donc, on a aujourd'hui pratiquement le tiers d'un pays qui est réfugié. La question est bien sûr terrible au niveau humanitaire, mais elle n'est pas qu'humanitaire, elle est politique, et là on retrouve aussi les dynamiques sunnites, chiites et de la conflictualité libanaise, puisque ces réfugiés sont à 90% sunnites, dans un pays où l'équilibre communautaire tient à moins d'un fil, et où donc la seule idée peut-être très lointaine que ces réfugiés restent là pendant un moment, rend fou tous ceux qui ne font pas partie de la même communauté que ces réfugiés. D'accord? Et donc, ce n'est plus une question simplement humanitaire, c'est-à-dire, déjà, ces gens-là vivent dans des conditions effroyables, au nord, etc., dans des camps de fortune, mais c'est l'idée que cette population-là va peut-être un jour s'installer, ou une partie d'entre elles, et elle va complètement changer les équilibres communautaires libanais, sur lesquels je vous rappelle, ou je vous signale, ou je vous apprends, sur lesquels repose l'équilibre du pouvoir politique libanais, puisque le pays est un pays à prorata communautaire, c'est-à-dire que si demain il y a un changement démographique conséquent dans le pays, c'est toute l'architecture du pouvoir libanais qui est revisitée. Alors, bien entendu, pour l'instant, c'est de l'ordre du fantasme, ce n'est pas de la réalité. Mais pour les Libanais, cela est tout de suite calculé dans leur logiciel communautaire interne en ces termes-là, et cela accentue bien évidemment la tension libanaise et fait que le Liban est aujourd'hui une extension directe du conflit syrien. Alors, il y a une autre question, mais que je laisse pour l'Iran tout à l'heure, qui est la question essentielle, qui est celle de l'implication, je ne vais même plus dire grandissante, parce qu'elle est devenue énorme et flagrante, du Hezbollah sur le terrain syrien, c'est-à-dire le fait que pratiquement aujourd'hui, le régime syrien, militairement en tout cas, n'est plus tenu, ou est tenu essentiellement par l'appoint que lui fournit la milice extrêmement combative et rompue au combat du Hezbollah. Ça ajoute bien entendu à la tension libanaise, puisque cela met le Liban sur le bord, si vous voulez, de l'explosion, mais je garde cette question, puisque j'en parlerai
dans le contexte de mon analyse de l'Iran tout à l'heure, puisque c'est dans cette extension-là qu'il faut la regarder. Alors, donc, les deux pays directement concernés par ce phénomène de débordement de la violence syrienne vers la région, c'est l'Irak et le Liban. Deux autres pays ne sont peut-être pas menacés directement dans leur dynamique physique, si vous voulez, dans leur dynamique territoriale par le conflit, mais ils sont de plus en plus menacés par leur structure socio-démographique et politique, c'est la Turquie et la Jordanie, les deux autres pays voisins. Alors, bien évidemment, ils n'ont pas, eux, ce qu'ont la Turquie, l'Irak et le Liban, à savoir la ligne de tension communautaire sunnito-chiite, mais ils ont un afflux de réfugiés qui les fait ressembler à celui que connaît le Liban, par exemple. J'étais en Jordanie il n'y a pas longtemps, on vous explique que le camp de réfugiés syriens, le plus grand camp à la frontière, le camp de Zaatari, c'est aujourd'hui la 3e ville jordanienne, en termes de nombre. C'est-à-dire, c'est comme si, aujourd'hui, Lyon, ou je crois que c'est la 3e ville de France, était devenu le plus grand camp de réfugiés en France. D'accord? Ça vous donne un ordre de grandeur. Dans un pays aussi, comme le Liban, où la majorité de la population est réfugiée palestinienne. C'est-à-dire que la Jordanie, au fond, est à 60% peuplée par des Palestiniens qui ont fui leur territoire lors de la création de l'État d'Israël. Donc là aussi, vous avez une cocotte minute, démographique, humaine, politique, etc., qui ne va pas tarder à se faire entendre. Idem en Turquie, où vous avez un afflux de réfugiés, mais où là la question se double de dynamique turque extrêmement compliquée, c'est-à-dire que la crise syrienne avec la Turquie a rallumé les tensions qui dormaient dans la scène turque ou sur la scène turque, c'est-à-dire essentiellement les tensions entre le parti islamiste au pouvoir, l'AKP, et la frange que l'on pourrait appeler nationaliste, laïque, etc., de la Turquie, entre les Kurdes et le régime d'Ankara, puisque la montée vers l'autonomisation du Kurdistan syrien, dont je parlais tout à l'heure, très naturellement ne manque pas de donner de l'appétit, des idées, des envies, du dynamisme au Kurdistan turc en but, en conflit avec le pouvoir central à Ankara depuis des décennies. Et troisièmement, quelque chose que la Turquie avait peut-être commencé à oublier, la question alévi, c'est-à-dire cette population de 15 à 20% en Turquie, de cette secte qu'on appelle les Alévis, qui sont en fait des cousins lointains des Alaouites en Syrie, et qui, du fait du conflit, et du fait qu'ils n'ont pas en grande sympathie le pouvoir central d'Ankara, le pouvoir de l'AKP, commencent à se réidentifier eux-mêmes comme étant des lointains alaouites et donc revendiquer peut-être des droits comme ceux que prétend défendre le pouvoir de Bachar al-Assad en Syrie. Donc là aussi, à un niveau indirect, si vous voulez, vous avez deux pays, la Jordanie et la Turquie, qui, quels que soient les efforts qu'ils peuvent faire pour s'insulariser par rapport au conflit, pour s'autonomiser par rapport au conflit, pour s'immuniser par rapport au conflit, sont happés par des dynamiques qu'ils ne peuvent pas maîtriser, c'est-à-dire des dynamiques de la démographie, des dynamiques de l'imaginaire et des dynamiques de tous ceux, et c'est normal en politique, qui commencent déjà à faire les calculs de qui va gagner et qui va perdre en Syrie, et est-ce qu'on sera du bon côté ou est-ce qu'on sera du mauvais côté. Alors, je m'arrête ici pour le tableau sur la Syrie, donc qui nous intéresse au premier chef, c'est-à-dire la Syrie régionale, qu'est-ce qui se passe, pour dire que voilà aujourd'hui, si vous enlevez déjà tous les aspects syriens, syro-syriens, morcellement du territoire, milicianisation, mafiaisation, etc., déjà vous avez une configuration syrienne qui est de l'ordre aujourd'hui pratiquement de la cocotte minute, non seulement régionale mais internationale. C'est-à-dire si ce que je viens de décrire s'installe dans la durée pour l'année, les 2 années, ou peut-être les 5 ans ou la décennie qui viennent, vous imaginez aisément que dans 2-3 ans, si je reviens ou un autre collègue vient devant vous parler de cette question-là, ben, il sera en train de parler probablement de la prochaine guerre au Moyen-Orient. D'accord? Et donc, probablement, rien que pour cela,
si on veut faire fi avec le plus grand cynisme de la souffrance des Syriens, rien que pour cela, il s'agit aujourd'hui d'arrêter ce conflit, d'arrêter ce chaudron, d'éteindre ce volcan syrien qui menace de mettre la région toute entière dans la conflictualité. Avant de dire un mot sur les tentatives de résolution du conflit, si vous avez remarqué tout à l'heure, lorsque je parlais du dehors vers le dedans, des projections conflictuelles du dehors vers le dedans, j'ai cité 3 axes de conflictualité, et le point commun des 3 axes, c'était l'Iran. C'est-à-dire, sur la Syrie se joue le conflit irano-golfien, sur la Syrie se joue le conflit ou la tension irano-turque, et c'est sur la Syrie aussi que se joue la tension irano-occidentale. C'est exactement pour cela que, aussi, le titre de cette conférence tombait à pic, puisque si l'on veut parler d'une solution ou d'une sortie de crise ou d'une gestion de crise syrienne, il est devenu aujourd'hui illusoire d'en parler sans mettre au cœur de l'échiquier, au centre de la chose, la question iranienne. D'accord? C'est pour ça aussi, je pense, mais j'y reviendrai si vous voulez dans le débat, puisque je ne voudrais pas prolonger plus encore mon propos, parce que je voudrais laisser la place au débat. C'est pour ça aussi, très probablement, que les 2 Genèves dont je parlais tout à l'heure ne sont pas un hasard de calendrier. Leur concomitance dans le temps n'est peut-être pas un hasard de calendrier, mais ce qui n'est sûrement pas un hasard, c'est que très probablement, et ça je laisse ça au débat si vous voulez, c'est que probablement la non-intervention américaine en Syrie, après l'épisode désastreux de l'utilisation des armes chimiques par le régime Assad le 21 août de cet été, la non-intervention, après avoir menacé d'utiliser l'outil militaire, était, non pas très probablement, mais presque sûrement, en tout cas à mon avis, due au fait que Barack Obama ne voulait pas, par une action sur la Syrie, mettre en danger, faire trébucher, faire capoter la négociation qui était déjà entamée, on ne le savait pas, mais maintenant on le sait, et qui devait mener à Genève P5+1 avec l'Iran, c'est-à-dire, au fond, le début du grand dégel, si ce n'est plus, entre les États-Unis et l'Iran qui est en train de s'esquisser. C'est-à-dire, Obama savait très bien que, nonobstant le fait qu'il ait mis des lignes rouges, nonobstant le fait qu'il y avait une pression de l'opinion, en tout cas européenne, pour une intervention en Syrie, pour arrêter ce chaudron, justement, y intervenir sous n'importe quelle forme que ce soit, en tout cas c'est comme ça que la Maison-Blanche pense, je ne suis pas tout à fait d'accord personnellement, risquer d'aggraver la conflictualité avec l'Iran, risquer d'appeler une réaction iranienne encore plus forte sur le terrain syrien, et donc de mettre fin, de ruiner, ou en tout cas de mettre en grand danger la possibilité de cette négociation qui est en train de se nouer entre l'Iran et les États-Unis, et qui est celle que nous sommes en train de voir sous nos yeux, sous le nom de P5+1 à Genève. La question devient, avant, et je termine sur la Syrie à ce point-là, avant de parler de l'Iran, la question devient, si l'on épouse la logique américaine, mais je laisse ça aussi au débat, la question devient, si au fond, la question syrienne devient une sorte de variable d'ajustement de la grande négociation entre l'Iran et les Occidentaux, l'Iran et les États-Unis, et peut-être un jour l'Iran et le Golfe, au fond, le Genève syrien, c'est-à-dire l'autre Genève, le Genève qui doit mettre ensemble les Syriens entre eux pour qu'ils s'entendent sur la façon dont ils veulent vivre, la façon dont ils veulent être gouvernés, sur les droits des Syriens qui les ont mis dans la rue le 15 mars 2011, cette question, elle devient extrêmement secondaire pour la communauté internationale. Et c'est là, probablement, le cynisme le plus absolu de cette question syrienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette conférence de paix que l'on nous promet sur la Syrie dans les semaines, dans les mois, ou peut-être au début de l'année qui vient, si elle se tient, cette conférence, au fond, la partie syrienne de cette conférence sera peut-être un trompe-l'œil uniquement, une sorte de prétexte pour faire s'asseoir ensemble, au fond, les grands acteurs du grand jeu régionaux qui vont trouver entre eux des ententes, des marchés, des deals, comme on dit,
qui au fond feront de la question syrienne uniquement une sorte de variable d'ajustement ou de monnaie d'échange au grand dam des Syriens, justement. Alors, on en parlera, si vous voulez, dans le débat, c'est toute la question de qu'est-ce qu'une solution politique pour la Syrie, mais ce n'est pas tout à fait l'axe de notre conférence. 2 mots sur l'Iran. 2 mots parce qu'au fond, en ayant dit tout ce que j'ai dit, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Iran? Sur la question de l'Iran, si vous avez bien suivi les derniers développements, nous sommes en train, en fait, de parler, là aussi, de 2 choses. Ces 2 choses sont reliées, mais ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire elles ne sont pas du même ordre. On parle bien sûr de la négociation, c'est celle du P5+1 avec l'Iran, qui porte, supposément en tout cas, sur la seule question nucléaire, c'est-à-dire quel est, au fond, le seuil, quelle est l'architecture, quel est l'accord qui permettra à l'Occident, à Israël et aux États du Golfe d'éviter que l'Iran ne devienne une puissance militaire nucléaire, tout en gardant à l'Iran, ce sont les termes de l'accord qui doit être atteint, sinon il ne sera pas atteint, tout en laissant à l'Iran la liberté d'enrichir suffisamment d'uranium pour être une puissance d'énergie nucléaire, sans pour autant qu'elle n'ait le droit de devenir une puissance militaire nucléaire. D'accord ? Le seuil est bien sûr, le seuil étant bien entendu extrêmement difficile à tracer, surtout subjectivement, puisque pour certains acteurs de la région comme Israël, il faut un arrêt total de l'enrichissement iranien. Donc ça c'est la question, si vous voulez, nucléaire iranienne. Mais, comme je le disais depuis le début de mon propos, ce que, au fond, l'Iran joue dans toute cette région, ce n'est pas la question nucléaire. La question nucléaire, là aussi, n'est que le trompe-l'œil, n'est que si vous voulez, la variable d'ajustement, d'une certaine façon, de quelque chose qui est beaucoup plus important que la question nucléaire et que permet la question nucléaire, à savoir la prééminence stratégique de l'Iran dans la région, c'est-à-dire le rôle, la place de l'Iran comme superpuissance à l'échelle régionale et peut-être même dans la tête de certains mollahs à Téhéran ou de certains stratèges à Téhéran, la construction d'un Iran petite puissance planétaire, c'est-à-dire une puissance qui sera capable de s'asseoir avec les grands. Et aujourd'hui, pratiquement, si vous voulez, à travers la question syrienne et la question nucléaire, l'Iran est une des grandes puissances mondiales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes puissances qui tiennent en haleine la paix et la guerre mondiale, c'est la Russie, les États-Unis, l'Iran et quelques autres, d'accord? La Chine, bien entendu, et peut-être d'autres États. Et donc l'Iran joue cette question-là. Alors, 2 mots sur l'articulation entre ces 2 dossiers-là, et leur articulation, vous l'avez maintenant bien compris, avec la question de la Syrie. Je disais tout à l'heure, dehors vers dedans et dedans vers dehors. Pourquoi très vite? À l'été 2011, la révolution commence en mars 2011. Pourquoi en juin, juillet, août 2011, quelque part par là, c'est difficile à dater, l'Iran prend la grande décision, une décision stratégique, et qui n'était pas du tout facile à prendre, et qui ne restera pas sans conséquence pour probablement des années, sinon des décennies à venir, la décision, après avoir flotté pendant un moment, de mettre tout son va-tout, de défendre jusqu'au bout, y compris en injectant beaucoup d'argent, mais surtout des hommes et du savoir-faire, pour la défense du régime de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qui explique cette décision? Au début de la Révolution, l'Iran, si vous vous en souvenez, et c'est là où ça devient très intéressant, et ça relativise beaucoup, si vous voulez, les clichés rapides que l'on entend dans la presse aujourd'hui ou chez certains analystes, chez qui le déterminisme est extrêmement facile a posteriori, d'accord? Mais lorsqu'on a l'honnêteté de regarder un peu en arrière, on se rend compte que les choses n'étaient pas aussi écrites dès le départ. Lorsque la révolution arabe commence, en Égypte et en Tunisie, revenez un peu à vos archives, à votre chronologie, l'Iran est à la fête. L'Iran considère que les régimes qui sont en train de tomber, ce sont les régimes, entre guillemets, laqués à la botte de l'Occident. C'est Hosni Moubarak, l'homme des Américains, c'est Ben Ali, l'homme des Américains et des Français, c'est des gens qui ont bafoué l'islam politique, et ce qui se passe en Égypte et en Tunisie, c'est le réveil de l'islam politique
Et la presse iranienne, et je pense même me souvenir que le guide Khamenei lui-même fait un discours pour dire ce qui se passe, c'est l'écho lointain de la révolution islamique à Téhéran, que vous avez cité dans votre introduction, en 1979, lorsque nous avons mis le Shah par terre. Et donc l'Iran n'est pas, au départ, anti-révolutionnaire, au contraire. C'est lorsque la même chose exactement commence en Syrie. Le même phénomène, le même mécanisme commence en Syrie que l'Iran commence à réviser ses calculs. Pourquoi? Parce que là, la révolution touche un allié de l'Iran. Non pas un allié seulement, un petit allié, mais un pilier essentiel de la stratégie iranienne dans la région. Sans la Syrie, il n'y a pas de continuum irano-irako-syro-libanais. C'est-à-dire, sans la Syrie, il n'y a pas ce que la stratégie iranienne, depuis la révolution de 1979, essaye de construire à coût de milliards, de centaines de milliards de dollars, à coût de peut-être 300-400 000 morts pendant la guerre Irak-Iran, à coût d'injection d'argent, d'hommes, de théologie dans le Hezbollah libanais, cette stratégie-là qui consiste à créer un couloir qui va de la frontière pakistano-iranienne jusqu'à la mer Méditerranée repose sur la survie du régime syrien. Et donc, on comprend qu'à partir de là, les élucubrations révolutionnaires, les lubies de changement, etc., passent au deuxième plan. Là, il s'agit de défendre un régime allié, un régime presque à la limite, je dirais, dépendant, d'accord, depuis un certain nombre d'années. Et c'est sur cela que va se greffer la question, justement, sunnite. C'est a posteriori qu'on va commencer à construire le fait que, aussi nous défendons ce régime, puisque c'est un régime qui lutte contre l'extrémisme sunnite. Or, nous sommes des chiites en Iran, nous avons peur de la montée du sunnisme militant dans la région, donc nous devons défendre ce régime. Mais cela est un tout petit peu, si vous voulez, l'argument de la mobilisation de toutes les forces anti-sunnites dans la région pour, au fond, assouvir le dessein stratégique de Téhéran, parce que Téhéran sait que si elle casse en Syrie, si elle perd la Syrie, elle ira dans sa négociation avec le monde occidental sur la question nucléaire et sur sa place dans la région avec une carte maîtresse qu'elle aura perdue. Je reviens à mon raisonnement de tout à l'heure. C'est parce que c'est le cas pour l'Iran que c'est aussi le cas en sens contraire pour l'Iran, pour l'Arabie saoudite et les autres puissances de la région. La question étant de savoir que veut au fond Israël, et ça je le laisse pour le débat. C'est-à-dire que, à contrario, si nous pouvons casser l'Iran, casser ce corridor que l'Iran est en train de construire depuis des décennies, qui va de la frontière pakistanaise jusqu'à la mer Méditerranée, par le biais de la révolution syrienne, en appuyant la révolution syrienne en plus de son bien fondé, d'accord, nous cassons l'axe stratégique Est-Ouest que l'Iran est en train de construire. À ce moment-là, nous affaiblissons l'Iran stratégiquement, et à ce moment, elle vient à la table des négociations à Genève P5+1, affaiblie, agenouillée, et donc elle cède ses droits à l'enrichissement. C'est cet énorme clash dont la Syrie est la scène, mais c'est aussi cet énorme clash qui explique qu'au fond, derrière la question nucléaire iranienne qu'on est en train de négocier, dont on accuse maintenant la France d'avoir fait capoter le dernier Avatar, etc., à mon avis injustement, c'est une petite parcelle de la grande question qui est, dans les décennies à venir, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle donne, justement, tel que le dit le titre de cette conférence, quelle va être la puissance qui dit les choses dans cette région? Est-ce que c'est l'Iran? C'est-à-dire, si l'Iran sort gagnant de cette confrontation, en Syrie, sur le nucléaire, par rapport au conflit israélo-arabe, à Bahreïn, et dans le Golfe et au Liban, l'Iran devient le maître des horloges pour 4 ou 5 décennies à venir. Si cela est cassé, c'est à ce moment-là d'autres puissances qui sont candidates, je dirais, à la puissance, même si le jeu entre elles est ouvert. La Turquie et Israël, la Turquie et ou les pays du Golfe, la France, les États-Unis, le jeu est ouvert. C'est ce jeu-là qui est en train de se jouer, à la fois sur le terrain syrien, dans les quartiers de Damas, de Deir ez-Zor, de Homs et de ce que vous voulez,
sur la table de Genève syrien ou pseudo-syrien, sur la table des négociations du P5+1 avec l'Iran et dans les centrifugeuses de Qom, d'Arak, de Natanz et de Bushehr ce soir et demain. D'accord? C'est cette question-là, essentielle au fond, qui est en train d'être décidée par ce qui est en train de se jouer. Alors bien entendu, c'est là où, si vous voulez, il faut, et je terminerai sur ce point, avoir un petit regard prospectif. Si la Syrie s'enlise dans la pente sur laquelle elle est aujourd'hui bien entamée, bien partie, mal partie en fait, très mal partie. En plus de ce que nous avons décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le chaudron régional et l'embrasement des pays voisins, l'hypothèse que font certains, peut-être Israël, je crois être sûr que c'est le cas pour l'Arabie Saoudite et d'autres pays, on a des éléments pour les États-Unis. L'idée est que si l'on ne peut pas casser l'Iran en Syrie, au moins on peut enliser l'Iran en Syrie pour longtemps. C'est-à-dire que l'Iran, que la Syrie peut devenir d'une certaine façon, le Vietnam entre guillemets, des puissances régionales qui se battent, essentiellement les puissances du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite d'un côté, l'Iran de l'autre, peut-être la Turquie, pour redessiner les chevaux de la région. L'Iran, qui voit cela se faire, se dit très bien, je peux moi aussi, comme le judoka, retourner le jeu à mon avantage en disant que je peux utiliser la Syrie comme le terrain où je vais saigner en jouant sur le temps, sur l'épuisement, à la fois les adversaires du Golfe, l'Arabie Saoudite, etc., mais aussi et surtout les Occidentaux, dont je sais, moi, Iran, que leur premier ennemi, dans toutes les crises dans lesquelles je les ai confrontés, était le temps. C'est-à-dire que ce sont des États qui s'essoufflent vite, qui, par le fait de la démocratie, ont le poids des opinions internes et qui finiront par céder. Je crois que l'hypothèse d'une Syrie qui continuera à être exempte pour les années qui viennent et la décennie qui vient, c'est dans ce contexte-là qu'il faut la regarder. Si, à contrario, on va vers une solution syrienne à la table des négociations telle que Genève la dessine, et là je pense que ce sera les deux Genève, la crainte est que on puisse trouver peut-être un mécanisme qui arrête la violence syrienne, qui épargne les vies syriennes, et c'est très important, on ne peut pas le nier au nom d'autres intérêts, qui épargne à la région l'embrasement, mais qui très probablement sauvegardera justement un minimum d'intérêt à cette puissance iranienne dans la région, c'est-à-dire sauvegardera un régime Assad qui, peu ou prou, ne gagnera jamais, mais ne perdra pas à ce moment-là. Et je crois qu'à ce moment-là, dans ce contexte-là, là encore, peut-être pas dans le sang, mais en politique, et au prix de leur liberté, ce sont les Syriens qui, encore une fois, auront payé un prix extrêmement lourd. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai été trop long, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Je reviendrai sur les points. Allez-y. Merci aux conférenciers pour cette conférence tout à fait remarquable. Et si vous me permettez, deux questions qui sont liées, et rapidement. La première, comment appréciez-vous la position de la diplomatie française sur les deux scénarios que vous avez évoqués? Est-ce que nous avons tout faux, pour faire simple, en nous étant engagés sur la ligne militaire plus avant que les États-Unis, d'un côté, et en nous opposant davantage que les autres au P5+1 que vous décriviez tout à l'heure? Bon, c'est un peu schématique, mais je pense que ce serait intéressant que vous nous disiez clairement votre position sur ce sujet. Et puis la deuxième que vous avez évoquée, et qu'on ne peut pas ne pas remettre sur la table tout de suite, que fait Israël dans tout ça? Est-ce que ça rejoint votre élément de conclusion en disant que le désordre régional dans lequel nous nous situons lui est particulièrement favorable, évidemment? Est-ce que ces points-là peuvent être abordés? Oui. En fait, je vais répondre tout de suite parce que ce sont deux grosses questions. Alors, sur la première, bon, évidemment que je l'attendais, et j'avais aussi préparé mon esquive, en fait, comme disent les chefs d'État
exprime une similitude, mais on ne s'exprime pas sur les questions de politique intérieure à l'étranger. Moi, je ne m'exprime pas sur les questions de politique intérieure en France. Mais blague mise à part. Écoutez, je pense, franchement, je vais vous donner mon sentiment. Je reviendrai pour répondre à votre question, là aussi, au début de la séquence des révolutions arabes, au début de mon propos. On ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer et nos positions, la position de notre pays sur ces questions-là, si on les isole de cette séquence des révolutions arabes qu'on a vues ailleurs. Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, et vraiment, je ne veux pas faire du tout de polémique franco-française, chacun est libre de ses opinions, mais vous vous souvenez d'un début assez raté de la France lorsque la révolution a commencé en Tunisie et en Égypte, c'est-à-dire que nous avons un tout petit peu tardé à comprendre ce qui se passe. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a compris par la suite ou qu'on a fait ce qu'il fallait par la suite, mais je crois qu'on a mal compris au début qu'il s'agissait d'un mouvement cataclysmique dans cette région du monde. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Un mouvement qui est à l'échelle historique, qui arrive une fois tous les siècles, d'accord, et qui est en train de radicalement transformer la région. Rien ne dit que ce sera pour le mieux. Peut-être que ce ne le sera pas, mais c'est quelque chose d'énorme. La France a pris les positions qu'elle a prises. Sur la Syrie, elle a rapidement pris une position, je suis peut-être un peu d'accord avec vous, même si pour moi c'est douloureux de le dire, parce que en partie je travaille dans ces questions-là, comme consultant si vous voulez. On a pris peut-être une position rapide sur le fait qu'il fallait que Bachar parte. On a même dit qu'il allait partir, et sur ça on s'est lourdement trompé. Si vous me permettez peut-être un élément de naïveté, peut-être même de bêtise, je dirais que moralement et éthiquement, on était dans le bon chemin. Je crois qu'on est toujours dans la bonne voie. Au niveau de la réelle politique, on s'est pris des claques, oui, mais à tout prendre, au fond, je ne suis pas inconfortable, si vous voulez, par rapport à cette position-là, politiquement. Maintenant, la question que vous avez évoquée de l'utilisation de la force, etc. Tout d'abord, je vous rappelle aussi qu'elle ne s'est posée qu'après la question des armes chimiques en Syrie. Or là aussi, je pense que éthiquement, et peut-être même au niveau de la norme internationale et au niveau du rapport de force mondial, à mon avis, il fallait que cette ligne rouge soit respectée. Je suis complètement d'accord sur le fait que la meilleure façon de la faire respecter n'était pas d'envoyer des bombardiers, des missiles, etc. Mais il fallait en tout cas, probablement au moins, continuer à utiliser la pression internationale qui s'est faite jour pendant la semaine qui a suivi le 21 août pour extorquer au régime syrien et à ses soutiens irano-russes le maximum de concessions et à ce moment-là aller à la table de négociation à Genève pour une vraie solution politique. Le problème, c'est que notre allié, entre guillemets, américain, nous a lâchés en cours de route. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire parce qu'il avait en tête son grand bargain avec l'Iran. Je ne pense pas que c'est étranger, je ne veux surtout pas insinuer des choses, je ne pense pas que c'est étranger au fait que la position de notre diplomatie à P5+1 il y a quelques jours ne soit pas d'une certaine façon la réponse de la bergère au berger. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il fallait peut-être un peu rappeler aux États-Unis qu'ils ont des alliés. Si ce n'est pas des alliés, c'est des gens sur qui, dans les moments où il faut lever une coalition pour menacer Assad, on dit présent, on est peut-être les seuls, bêtement. Mais il faut rappeler aussi que nous sommes garants d'une certaine ligne internationale. Sur le dossier lui-même, du P5+1, moi, là non plus, je ne suis pas gêné. Je ne crois pas qu'on a été dur gratuitement. Je sais que je suis enregistré, je ne dis pas ça parce que je sais que peut-être des gens ici ou là vont m'écouter, mais je crois que si vraiment, selon ce qu'on sait, en tout cas ce que certains d'entre nous savent, que la position maximaliste de la France était due au fait qu'il y avait 2 points dans le texte que s'apprêtait à accepter John Kerry, des États-Unis, qui portait sur le plutonium et sur la centrale d'Arak, c'est-à-dire une centrale secrète en Iran. Si ces 2 points passaient, s'y opposer, je pense, c'est rendre service à la non-prolifération, c'est rendre service aux États-Unis
puisqu'un accord comme ça était un mauvais accord qui aurait simplement permis à Barack Obama de marquer un point en politique intérieure et de dire « j'ai fait un deal », mais quelques mois après, vous aurez eu une frappe unilatérale israélienne et probablement une sorte de ras-le-bol golfien qui aurait pensé qu'on a complètement laissé tomber nos amis dans la région. Si cela se paye par le fait que la presse américaine nous traite d'empêcheurs de tourner en rond, et encore, beaucoup font maintenant nos éloges depuis 2 jours parce qu'ils ont compris ce qu'on a fait. Si cela sert à retarder la négociation de 3 ou 4 semaines, mais pour arriver à un meilleur accord, ben ma foi, pourquoi pas. Donc sur ces 2 points, je ne m'éloignerai pas de la ligne politique française, dont je signale, pour mettre un terme à des velléités de polémique franco-française, que c'est une ligne, comme on dit aux États-Unis, qui est par miracle, parce qu'en France c'est très rare, bipartisane. C'est-à-dire sur les 2 questions, et je rappellerai cela à certaines personnalités de l'ancienne majorité, sur ces 2 questions, la France était très tôt pour le départ de Bachar al-Assad, reste à trouver les moyens, et là je suis d'accord qu'on a été très mauvais, et sur une ligne dure par rapport à l'Iran, pour des raisons à la fois de non-prolifération, mais aussi pour des raisons d'alliance dans la région. Je ne parle pas que d'Israël, évidemment. Je parle aussi d'autres États du Golfe. Moi, je vais vous dire franchement mon sentiment sur cette question. Si l'Iran, demain, est au seuil nucléaire militaire, au seuil de nucléaire, d'accord, ce qu'elle va probablement être, très simplement, vous allez avoir une course à l'armement dans la région. C'est-à-dire que dans l'année qui vient, la Turquie va s'acheter des centrales pour produire l'arme atomique. Elle a déjà commencé à y penser. L'Arabie saoudite a commencé à le faire auprès des Pakistanais. L'Égypte est en train d'y penser. Alors ce sera bien pour les marchands de centrales nucléaires, pour vendre des choses. Mais si vous avez envie d'avoir dans 10-15 ans un Moyen-Orient où tous ces États-là, qui sont, je vous signale, des États politiquement pas très fiables, qui ont leur bombinette nucléaire, moi je pense que ce n'est pas un Moyen-Orient dans lequel il sera très facile de vivre. Donc être un tout petit peu serré sur les termes d'un accord ne fait pas plus mal. C'est mon opinion. Sur la question d'Israël, alors je l'ai sciemment laissé un tout petit peu en filigrane parce que c'est difficile. Quand on participe à des colloques à l'étranger sur cette question, on a l'habitude de dire, c'est une expression américaine qui est très à la mode, on dit Israël dans cette question c'est l'éléphant dans la chambre. C'est-à-dire on ne sait pas très bien où il est, qu'est-ce qu'il veut. Et effectivement, il y a une énigme. Il y a une énigme pour une raison assez simple en fait, dont l'un des termes rejoint ce que vous avez dit, mais il est déjà pratiquement à mon avis dépassé. Je pense que là aussi il faut revenir à la chronologie parce que ça désarme et ça déconstruit certaines théories un tout petit peu déterministes qui disaient que tout était écrit à l'avance, etc. Je vais vous rappeler juste quelques points nodaux, c'est-à-dire quelques bifurcations. Lorsque les printemps arabes commencent, les révolutions arabes, moi je n'aime pas utiliser le terme printemps arabe, lorsque les révolutions arabes commencent, Égypte, Tunisie, ailleurs, Israël est désemparé. Je ne dirais pas tétanisé, désemparé. C'est-à-dire, la pensée stratégique israélienne est une pensée, comme beaucoup de pensées stratégiques dans le monde, qui aime la prévisibilité, la prédictabilité, qui aime ce qu'elle connaît. D'accord? Or, ces régimes-là, Moubarak en Égypte, les roitelets du Golfe, la Jordanie, etc., on connaît. On sait comment ils fonctionnent, on sait comment dealer avec eux en dessous de la table, on sait comment leur faire peur au-dessus de la table, on connaît l'adresse, on connaît très bien le logiciel. À partir du moment où ça change, Israël est dans un état de flottement. On ne sait pas très bien quel monde est en train de naître dans notre environnement. En plus de cela, il se fait que les forces qui montent sont des forces à grammaire islamiste, parfois même islamiste hard, d'accord? Et donc, il y a quelque chose qui peut nous faire peur en Israël. Ça, c'est l'idée première. Lorsque ça atteint, c'est pour ça qu'il y a eu un moment de désarroi, et peut-être la première grosse crise réelle entre les États-Unis et Israël, c'était après la chute de Moubarak, d'accord? C'est-à-dire, pourquoi vous, Washington, vous n'avez pas fait plus pour soutenir quand même un ami? Puis, on a trouvé une façon de survivre avec cette question.
Lorsque ça commence avec la Syrie, je vais essayer d'aller vite, on est passé par 2 ou 3 périodes en Israël, et c'est quelque chose de très lisible dans la presse, dans les think tanks israéliens, dans le débat public, ou même lorsque vous discutez avec des collègues de ce pays. La première idée, c'était Assad, au fond, est bon pour la stabilité de la région. Assad, c'est un horrible dictateur, mais c'est un dictateur avec qui on sait faire affaire. Pour paraphraser la phrase américaine sur les dictateurs d'Amérique latine, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. C'est-à-dire, donc c'était, je peux citer des articles dans Haaretz, Jerusalem Post, dont le titre était A devil we know is better than a devil we don't know. Le diable qu'on connaît est mieux que le diable qu'on ne connaît pas. Prions pour qu'il s'en sorte. De là à dire qu'on a fait en sorte qu'il s'en sorte, etc., je ne sais pas. Je n'achète pas ce genre de choses, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais on a voulu qu'il s'en sorte. Et on a cru que cette révolution, au fond, allait être étouffée par le savoir-faire d'Assad, justement. Lorsque ça a évolué, là on revient à la chronologie que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque l'Iran s'en est mêlé, là on entre dans une autre dimension. L'Iran devient un joueur à la frontière d'Israël. Les mouvements djihadistes, etc., commencent à affluer en Syrie. La Turquie rentre dans le chaudron. La Syrie devient le lieu où on est en train de faire des guerres par procuration. La pensée stratégique israélienne comprend que Assad, de toute façon, n'est plus sauvable. Et s'il est sauvable, il est plus capable, dans la nouvelle configuration, d'assurer les fonctions qu'il assurait, c'est-à-dire celles de cette prédictabilité. Donc, nous devons, c'est la deuxième phase de la pensée israélienne, Israël doit s'habituer, doit se mettre dans l'accoutumance, s'habituer à vivre avec une instabilité de longue durée en Syrie. C'est ce que vous avez dit. Alors, sans cynisme, c'est de toute façon nous n'y pouvons rien. Comment faire pour nous en protéger? C'est ce qu'Israël fait depuis cet été, elle l'a fait il y a une semaine, c'est-à-dire périodiquement des raids qui cassent au fond les montées de seuil. C'est-à-dire dès qu'on sait qu'il y a un convoi d'armes qui peut casser le rapport de force stratégique avec Israël, qui passe du régime syrien vers le Hezbollah, de l'Irak vers la Syrie, etc., on fait un raid, on casse le convoi, on sait très bien qu'Assad ne va rien dire, d'ailleurs il ne dit rien, et on sait très bien que le Hezbollah, tout résistant qu'il soit, ne dira rien et il ne dit rien. D'accord? Ça c'est, si vous ne voulez pas prêter d'intention maléfique aux acteurs. Mais en politique, évidemment, on peut prêter des intentions maléfiques, et vous l'avez fait. Donc je peux vous suivre sans problème, en disant, au fond, le désordre est à notre avantage. C'est une idée, et là, sans être du tout dans le complot, si vous voulez, c'est une idée qu'on lit dans une certaine presse israélienne, et même américaine, qui dit, au fond, la Syrie, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le chaudron, c'est le marécage, c'est le bain de boue, dans lequel sont en train de s'épuiser et de s'étrangler, de s'entrégorger jusqu'au dernier, nos pires ennemis, c'est-à-dire le Hezbollah et l'Iran, et les salafistes sunnites et les djihadistes globaux. Ils sont en train de venir en Syrie, s'entretuer et s'achever au vrai sens du terme les uns les autres. Ben, très bien, on regarde ça avec délectation. Certains disent on peut le nourrir aussi. Je ne sais pas comment ou s'ils le font, mais voilà l'idée. Le problème, c'est que depuis un moment, cette idée était très prédominante dans certains cercles israéliens et de la région cet été. Le problème, c'est que, comme toujours, c'est le jeu de l'apprenti sorcier qu'à partir d'un moment, on ne maîtrise plus. C'est-à-dire, c'est quand le feu devient trop fort. Et ça, c'est bien gentil lorsque ça se passe à coups de couteaux, de haches, de fusils mitrailleurs, de canons, si vous voulez. Mais lorsqu'il y a un risque que des armes méchantes, létales, de destruction massive, tombent entre les mains des uns et des autres, là, Israël commence à avoir peur. C'est pour ça, peut-être, qu'il y a eu ce sursaut lors de l'utilisation des armes chimiques le 21 août. Mais aussi en Israël, il commence à y avoir l'idée que c'est bien que la Syrie soit un marécage pendant un certain moment, mais si la Syrie devient une sorte de mélange Liban des années 80, avec le souvenir qu'Israël s'est enlisé dans le Liban des années 80, Afghanistan des années 90 et 2000, Somalie des années 2000, durablement, avec des poches
de gens incontrôlés, dont on ne connaît pas l'identité, l'idéologie, etc., qui approchent de la frontière du Golan, etc., qui utilisent peut-être pas des armes chimiques, mais des armes qui font peur, qui font mal, qui mettent de l'instabilité, on va se retrouver, nous, en Israël, avec un environnement sur le Sinaï qui est incontrôlable, avec Gaza qui est incontrôlable, en Jordanie qui est brandant, et peut-être demain en Syrie qui est explosif. Ces calculs que nous avions faits auparavant sont peut-être très bons pendant certains moments, mais maintenant il faut peut-être commencer à voir comment on peut nous aussi éteindre ce chaudron-ci. Le problème, c'est que Israël, comme d'autres acteurs politiques de la région et dans le monde, n'a pas tous les moyens des politiques qu'elle veut. Aussi puissant qu'Israël soit, Israël n'a pas aujourd'hui la réponse à si Assad tombe demain, qu'est-ce qui va le remplacer? Est-ce que c'est à mon avantage ou pas? Et si Assad ne tombe pas, comment je fais pour que cette situation ne soit pas désastreuse au point où je dois, comme dans le temps au Liban, me laisser happer, envahir par une action militaire qui me mènera à un désastre du type de celui de 1982. Donc voilà, si vous voulez, pour dire que c'est fluctuant et compliqué. Je crois qu'on est aujourd'hui à un tournant dans beaucoup de pays de la région. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur des réfugiés syriens en Jordanie, et la cocotte minute que cela constitue, pour Israël, c'est un élément essentiel. Parce que s'il y a un État que l'Israël aujourd'hui ne voudrait pas voir chanceler et atteint par la fièvre des révolutions arabes, c'est la Jordanie, pour des raisons évidentes. Or, si la Syrie continue comme ça, la monarchie hachémite de Jordanie est menacée. Et donc ça aussi, c'est un paramètre qu'Israël prend. Le chaudron syrien et cette espèce de grande main tendue, de grand étendard partant d'est en ouest, sous la bannière iranienne, pour tenter de prendre place dans cette immense péninsule, d'en faire un pôle de stabilité, à son profit. Ce qui est finalement tout à fait logique quand on est une grande puissance de 60 millions d'habitants avec le passé de l'Iran. De l'autre côté, il y a une dizaine d'années, la Turquie avait commencé à faire ce rêve de la reconstitution de l'Empire ottoman, mais dans un sens nord-sud. Vous avez à deux reprises évoqué la confrontation potentielle entre l'Iran et la Turquie. Êtes-vous certain qu'à terme, ces deux grands acteurs, qui ont la même puissance démographique, la même puissance intellectuelle, presque la même puissance militaire, ne sont pas capables un jour de se rejoindre pour stabiliser la région? C'est une question fascinante, elle est très intéressante, mais d'une certaine façon, la réponse est contenue un tout petit peu dans la question. Ça ne veut pas dire qu'il y aura alliance, mais je crois que j'ai été très clair à plusieurs moments en disant qu'il y avait, comme on dit, un collision course, c'est-à-dire une trajectoire de confrontation entre la puissance iranienne et la puissance turque, qui sont au fond les deux grandes puissances historiquement non arabes de la région, avec Israël qui s'est ajouté par la suite, sans remonter à l'empire perse et sassanide, etc., ottoman. Le problème, c'est que, tout d'abord, il y a plusieurs choses dans votre question qui sont intéressantes. Tout d'abord, comme l'Irak, comme la Turquie, s'est progressivement érodé au contact des réalités de la région, et que son grand rêve, comme vous l'avez vous-même appelé d'il y a 10 ans, aujourd'hui s'est formaté par rapport aux réalités de la région, le pari que font certains est que l'Iran vive un tout petit peu la même érosion. C'est-à-dire qu'un des paris qui est fait, peut-être même avec l'accord avec l'Iran, c'est que si au fond on normalise l'Iran dans la région, à travers tous ces accords, certes elle va construire un axe est-ouest de domination soft ou dure, c'est à voir, mais au fond, comme toutes les grandes puissances qui s'étendent à l'infini, elle finira par se fatiguer et par commencer à tomber. C'est le pari que certains font. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Là où on est aujourd'hui, et c'est tout à fait la vision que vous avez présentée, c'est exactement ça, je crois avec lequel on va vivre pour les 5 à 10 ans à venir, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la confrontation de deux grands axes, qui sont l'axe est-ouest qui va du Pakistan jusqu'à la Méditerranée, avec un Iran qui n'est pas la péninsule, on est dans le Levant, si vous voulez,
avec un Iran qui essaie d'être la force dominante, et un axe un tout petit peu, pas contre nature, mais qui n'est pas très naturel, qui est nord-sud, qui est celui qui va de la Turquie vers les États pétromonarchiques du Golfe, c'est-à-dire le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui, les deux États les plus proches sur la question syrienne, qui travaillent vraiment main dans la main, au jour le jour, sont le Qatar et la Turquie. D'accord? Pour des raisons anti-iraniennes, mais pour des raisons aussi gazo-pétrolières, parce que c'est l'oléoduc du gaz qatari qui devrait un jour passer par la Syrie, atteindre la Turquie et approvisionner l'Europe. D'accord? Le problème, c'est que si l'axe est-ouest iranien, si vous voulez, est un axe uniquement géré par la puissance iranienne, donc facile à gérer, qui s'appuie sur les chiites arabes, etc., l'axe turco-golfien, c'est un axe dans lequel le passé est très conflictuel. C'est-à-dire, il y a de l'ottomanisme, il y a de l'arabisme, il y a de la haine du turc, il y a du mépris de l'arabe, ce n'est pas facile à construire. Deuxièmement, le problème est que la Turquie, avec cette question-là, syrienne, comme je le disais tout à l'heure, a découvert ses fragilités. C'est-à-dire qu'elle a découvert qu'au fond, si il y avait une question kurde qui continuait à monter en puissance, son unité nationale était mise en péril. Si la question alawite en Syrie devenait une question de plus en plus inflammatoire, les alévis turcs vont commencer à revendiquer des choses qui vont miner le pouvoir d'Ankara. Et donc la Turquie aujourd'hui, si vous voulez, se voit comme une puissance qui a raté un tout petit peu déjà le coche et le tournant. Alors la question devient, est-ce qu'à terme il y aura un axe turco-iranien pour gérer la région? Je n'ai aucune réponse à cela, mais je vous dis maintenant quels sont les obstacles à cela. C'est d'abord la question sunnite d'une certaine façon, c'est-à-dire tant que l'Iran se projette encore comme une surpuissance qui joue le chiisme dans la région, je ne dis pas que c'est une puissance chiite, d'accord, ça fait des frictions avec Ankara. Deuxièmement, il y a l'avenir de l'Irak et de la Syrie, c'est-à-dire qui sera la puissance gestionnaire dans ce condominium de la Turquie et de la Syrie. Si la Turquie est prête à laisser une partie de la Turquie à l'Iran, et ça a été le cas depuis 2003, elle n'est pas prête à le faire sur la Syrie qui, elle, est limitrophe et n'a pas de frontière avec l'Iran, d'accord, si vous voulez, d'achoppement. Troisième chose, et c'est là où on revient à la globalité et aux relations internationales globales, la Turquie, jusqu'à ce jour, est un État membre de l'OTAN, et tant qu'il n'y a pas eu justement la grande normalisation otano-iranienne, si vous voulez, cette normalisation turco-iranienne tardera à avoir lieu. Alors bien entendu s'ajoute à cela le fait que toutes les raisons objectives, si vous prenez une carte, si on jouait au risque ici ce soir, toutes les raisons objectives plaident pour un rapprochement turco-iranien. C'est-à-dire que ce soit la distribution des ressources, du travail, des populations, de la géopolitique, etc. Mais il y a l'histoire et la géopolitique immédiate. Mais je crois que c'est une très belle question prospective, effectivement. Alors ça, bien entendu, c'est probablement ce scénario qui fera mettre hors d'eux, probablement, les grandes puissances arabes de la région, soit l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou d'autres. Et la question est de savoir, est-ce qu'elles seront là, encore sur pied ce jour-là? De quitter l'amphi, parce que normalement nous devons rester que jusqu'à 8 heures, donc il est déjà 8h15, nous avons outrepassé le temps qui nous est imparti. Je voulais remercier José Baou pour cette conférence qui a levé beaucoup de voiles, beaucoup de trompe-l'œil, beaucoup de clichés, et que vraiment le thème des yeux pour voir, l'intitulé de notre thème, on ne pouvait pas rêver mieux pour une conférence sur ce conflit. Et je voulais vous inviter à venir le jeudi 21 pour écouter Claudine Roche. Ce sera une conférence formidable. Voilà. Je vous remercie pour votre présence.